Bonjour et bienvenue dans cette conversation entre zèbres indépendants. Je suis Marjorie Véron et j'accompagne les zèbres, les hauts potentiels à développer un projet qui leur tient à cœur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Isabelle Barry, qui est auteure d'une dizaine de romans, le dernier en date Zébrasca, et qui propose également de l'accompagnement à l'écriture. Isabelle, un grand merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Marjorie, c'est moi qui vous remercie. Est-ce que vous pourriez vous présenter rapidement votre activité ou votre parcours qui vous paraît, Oui, en fait, donc moi c'est vrai que je suis écrivain, mais j'ai pas toujours exercé le métier d'écrivain. J'ai fait des études d'ingénieur commercial, qui étaient un petit peu poussées dans le dos par voilà, mes proches et mes professeurs, sans regret cependant, puisque j'ai quand même pris la plume voilà, il y a une vingtaine d'années maintenant. J'ai toujours été, si je devais me définir, en tout cas petite fille, une enfant sage, et je me suis toujours réfugiée dans l'écriture et la lecture. C'était pour moi une forme de bulle qui me permettait de vivre à l'aise dans mon petit monde parallèle, d'aller y souffler, d'aller y projeter aussi mes émotions, je pense, avec le recul, et surtout vivre en toute liberté, c'est-à-dire sans les contraintes que je ressentais dans le monde extérieur. Et donc, j'étais plutôt, comme je vous disais, une petite fille sage qui suivait les traces imposées, les balises, ce qu'on me disait de faire, je le faisais. Mais je sentais en moi qu'il y avait une forme d'opposition et de révolte par rapport à tout ça que je gardais bien caché. Voilà, j'ai appris à m'adapter, on va dire ça comme ça, à mettre ce que j'appellerais ma cape de Zorro pour passer un peu incognito et surtout me faire des amis et avoir quand même une vie sociale. Mais j'avais vraiment toujours eu besoin de ce refuge de l'écriture. Je m'en rends compte a posteriori, évidemment. Et puis un jour, il y a eu quelque chose de particulier qui m'est arrivé. Ben, d'abord de très particulier, c'est de faire d'abord un tour du monde, un voyage qui m'a quand même éveillée à beaucoup de vérités pendant un mois, pendant un an, sac à dos. Et puis cette idée aussi de vouloir aller plus loin avec mon compagnon, qui est toujours mon mari aujourd'hui, qui m'a accompagnée pendant ce voyage, d'avoir des enfants, ce qui était quand même un peu la révolution aussi. Et enfin, quand mon aîné a eu 6 ans, de me rendre compte qu'en fait, il était au potentiel. J'avais un enfant qui vivait une grande, grande souffrance. On ne comprenait pas pourquoi. Il se sentait tout le temps écarté du monde. Il avait des pensées noires. Il avait appris à écrire et à lire relativement tôt. Il marchait très tard. Et il ne se sentait pas bien. Il ne se sentait pas bien dans ce monde en décalage. Et donc, on s'est rendu compte avec un bête test de logopédie mené par une psychologue qu'en fait, il était hypersensible et au potentiel. Des, des espèces d'initiales qui me sont un peu tombées dessus comme un coup près, j'ai envie de dire. Je me disais, c'est quoi ça, au secours? Avec l'image que j'avais à l'époque et qu'on a encore beaucoup aujourd'hui, de se dire, mais bon, j'ai pourtant pas l'impression d'avoir un petit Einstein en face de moi, malgré tout son éveil. Et c'est vrai, un éveil particulier, une curiosité pour plein de choses qui n'étaient pas celles de ses petits compagnons du même âge. Et puis, bien évidemment, j'ai lu énormément, on s'est renseigné, on a consulté et voilà, on a essayé de rendre, comment dire, avec lui, bien sûr, ce fardeau, de le transformer en cadeau, parce qu'à nos yeux, c'en était un, mais ce n'est pas d'une évidence quand. Et ce qui était très difficile pour moi à ce moment-là, c'est qu'en fait, Tim, alors je peux donner son nom aujourd'hui parce qu'il a 19 ans, il va très bien, j'ai son accord pour parler de lui en son nom. Euh, en fait, et ça a été un enfant miroir pour moi. Et donc, en fait, ces vieilles cicatrices ont été réouvertes en moi et j'ai moi-même consulté à ce moment-là en me disant, bon, là, il est peut-être temps de faire ta crise d'adolescence, Isabelle, tu as 33 ans. Voilà, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. J'ai fait une espèce de alors, est-ce que c'est une crise? Non, parce que pour finir, ça a été relativement paisible de l'extérieur, pas de l'intérieur. Mais c'est vrai que ça m'a permis de réouvrir d'anciennes blessures, de comprendre certaines choses. Et à 33 ans, j'ai fait une espèce de crise d'identité, en fait, en même temps que mon fils, ce qui était à la fois aidant, parce que le comprenant très très bien, eh bien, j'arrivais évidemment à le comprendre, justement, à essayer de me dire, bon, ben, il faut d'abord comprendre, puis je pense qu'il va falloir accepter notre manière d'être autrement au monde, et puis il va falloir aimer ça, se dire, ben, j'aime ça, j'aime cette chose-là, et puis il va falloir, avec cet amour-là, pouvoir aller vers l'autre, pouvoir aller dans le monde, mais avec cette différence et pas en la combattant.
parce que je pense que c'est une des choses que l'on fait. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant 30 ans, c'est que j'ai combattu cette différence. Je me suis dit, non, il faut être comme tout le monde, et donc on renfrogne quelque part toujours quelque chose de, voilà, de pourtant essentiel, puisque c'est notre essence même, et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et donc, j'ai voulu que mon fils ne passe pas, gagne quelques années. Mais d'un autre côté, c'était très compliqué aussi, parce que parfois, à force de trop comprendre, on n'a pas de barrière. Donc, entre Tim et moi, il n'y avait pas de barrière. Je ne pouvais pas prendre du recul. Sa souffrance était la mienne. Et ça, c'est très compliqué pour aider quelqu'un. Parce qu'il savait très, très bien aussi sur quel bouton il devait pousser chez moi pour m'emmener dans sa souffrance. Parce que c'est tellement plus chouette à deux de souffrir à deux que de souffrir tout seul, n'est-ce pas? Et donc, c'était aussi très compliqué parce qu'il savait pertinemment bien que par ses colères, par ses pleurs, par ses souffrances, il pouvait m'attirer avec lui dans la sienne, et que je je démarrais au quart de tour. Et donc ça a été un travail très très important pour moi. Double donc, c'est aider mon gamin à ce que ça aille mieux, à faire de sa différence une chance et à la comprendre, à l'assumer et à l'aimer. Et deuxièmement, à faire cet exercice pour moi en même temps, qui n'a pas été, voilà, c'était un double exercice qui n'a pas été particulièrement évident, je dois l'avouer. On a eu vraiment, je dirais, 5-6 ans très, très, très compliqués. Et puis, voilà, et aujourd'hui, tout va bien. Donc, c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup témoigner. C'est parce que beaucoup de gens sont en détresse, et j'adore dire qu'en fait, il y a une lumière au bout du tunnel, et qu'en fait, c'est une chance. Ça peut paraître un peu bateau, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Une fois qu'on l'assume, qu'on l'accepte et qu'on l'aime, qu'on décide que c'est vraiment une chance, à ce moment-là, on peut l'exporter vers les autres en étant prudent, mais on peut l'exporter. Et ça, je trouve que c'est vraiment un message magique, parce que j'entends vraiment beaucoup de gens qui essayent de faire rentrer dans le moule, surtout avec les enfants, en disant il faut qu'il soit comme les autres, donc on va l'inscrire au foot, on va l'inscrire au club de hockey. Enfin, je vous cite un peu ce qui est un peu à la mode chez nous en Belgique. On va l'inscrire chez les scouts parce qu'il faut une activité de groupe. Mais non, s'il est malheureux chez les scouts, ne le mettons pas chez les scouts. Et pour les adultes, c'est un peu la même chose. Toujours cette idée de vouloir convenir, de vouloir rentrer dans le moule. Je pense que c'est là où la souffrance commence. Il faut d'abord comprendre ce qui nous arrive, pourquoi on est comme ça, vraiment l'accepter et en faire quelque chose de positif. Je suis complètement d'accord avec vous. Ah ben, chouette. J'ai une question parce que je vois ça revenir assez régulièrement. Des mamans qui découvrent leurs rayures, leurs douances, en fonction du mot qu'on utilise, à travers le diagnostic d'un de leurs enfants. Aujourd'hui, on commence à savoir à peu près avec certitude, c'est pas encore complètement sûr, mais on s'en doute fortement que le haut potentiel est génétique et donc héréditaire. Est-ce que pour vous, ça a été difficile à admettre que ça pourrait être vous qui étiez à l'origine de cette transmission, ou est-ce que vous avez vécu ça de manière assez naturelle, sans trop se remettre en question? Je vous pose la question parce que c'est souvent les femmes qui doutent qu'elles pourraient être concernées par ça. Je voulais savoir si ça vous avait concerné aussi. Non, pas tellement. Je vais vous raconter une anecdote. Dans les premiers jours, on a appris que Tim était à haut potentiel. On est allé dans une association écouter une conférence simplement pour s'informer avec mon mari, et où le conférencier disait lui aussi, ben, écoutez, fort probablement, l'un de vous deux, parents, l'est aussi, puisqu'il y a une hérédité. Et on l'a plutôt pris avec humour, c'est-à-dire que tout le trajet du retour avec mon mari, on a dit c'est toi, mais non c'est toi, mais enfin c'est toi. Et donc voilà, mais on l'a fait en riant, on l'a pas fait du tout en se prenant au sérieux ou en disant mais non moi c'est pas possible. Et je pense qu'à partir du moment où on ne se fourvoie pas sur le terme haut potentiel ou douance, c'est-à-dire où on ne se dit pas mais non ça ne peut pas être moi parce que je ne suis pas super intelligente ou je ne suis pas super, mais c'est pas ça la douance en fait. Et donc une fois qu'on a compris cela, alors on peut très bien se l'attribuer. Et si on se dit, ben, dans les caractéristiques de la douance, il y a une forme d'esprit aiguisé, d'intérêt, c'est vrai, et souvent de potentiel développé au moins dans une ou l'autre branche, il y a aussi l'hypersensibilité, il y a aussi le sens de la justice surdéveloppé, il y a aussi la tête qui ne s'arrête pas de tourner, il y a aussi toutes ces choses-là dans lesquelles ben, je me reconnaissais sans avoir l'impression
d'être un imposteur, de me dire oh, et c'est un peu le problème, c'est-à-dire que même quand on parle de cela, les gens ont encore cette image, se dire bah, pour qui il se prend, il est au potentiel, il croit qu'il est plus intelligent que les autres. À partir du moment où on comprend que c'est pas ça, le haut potentiel, alors il n'y a plus de problème de pouvoir l'admettre qu'on l'est sans penser se vanter, en fait, parce que c'est ça un peu l'idée, c'est ça le problème. On se dit souvent, ce n'est pas possible que ce soit moi, parce que je ne suis pas Einstein et donc je ne me sens pas comme ça et je ne me sens pas plus intelligent que les autres. Mais c'est normal, c'est pas ça pour moi le haut potentiel. Donc du coup, je pense que ça c'est quelque chose qu'on a assez vite compris et qu'on a aussi assez vite communiqué à Tim. On a dit tu n'es pas mieux, tu n'es pas moins bien, tu es juste autre dans ta tête. Tu n'es pas plus intelligent, tu as des intelligences particulières, tu as des sensibilités particulières qui ne sont pas développées comme les autres personnes. Et aujourd'hui, en plus, ça se voit scientifiquement. Donc c'est pas, on te raconte pas n'importe quoi. Et, mais c'est ni mieux ni moins bien. Et à partir du moment où on enlève cette échelle de gradation, euh, qu'est-ce qui nous empêche de dire je le suis? Ce qui nous empêche de dire je le suis moi aussi, c'est parce que dans notre esprit encore, et dans l'esprit des autres, il y a une espèce de supériorité. C'est pour ça que tous les mots sont, je trouve, mal choisis. Haut potentiel, il y a une idée de hauteur. Douance, même surdouance, il y a une idée d'être au-dessus. Euh, et donc, voilà, c'est très difficile d'avoir le mot juste. Alors, moi, je trouve que HP, c'est facile parce qu'on a oublié ce qu'il y a derrière les deux initiales. Petit zèbre, ben voilà, c'est mignon pour les enfants. Mais voilà, c'est ça la complexité en fait, c'est ça le problème de reconnaissance. En ce qui me concerne, quand j'étais petite fille, je pense que c'est juste parce qu'on ne le savait pas et on n'en parlait pas. Et donc moi, je me suis dit, oh là là, Isabelle, tu as intérêt à filer droit, parce que ben, si tu veux t'intégrer, il faut filer droit. Et donc, je ne peux pas dire que j'ai développé un faux self, c'est pas aller jusque-là, que j'ai développé une personnalité fausse pour me permettre de m'intégrer, mais je faisais des efforts et je me rendais compte qu'en voilà, en société, je n'étais pas forcément moi-même, je jouais un rôle et j'avais appris à le faire et j'avais surtout l'impression que c'était comme ça pour tout le monde et que c'était mon rôle de petite fille, c'était de m'adapter quand j'étais en société, comme on disait merci, au revoir, non merci, enfin voilà, c'était pour moi j'ai joué une forme de politesse en fait pendant voilà, toute ma vie, toute ma jeunesse et toute ma vie de jeune femme jusqu'à ce qu'il y ait cette espèce d'élément déclencheur qui arrive. C'est vrai, un peu comme une grosse baffe quand même. Mais je veux dire, c'était une grosse baffe qui m'a fait plaisir après. Enfin, voilà. Ça met quand même un. Comment dire? Ça met une explication sur une forme de souffrance ou de différence. Et ça, j'entends beaucoup de gens qui me le disent aujourd'hui. Mon Dieu, je ne suis pas fou. Et je suis pas, c'est pas débile en fait. Je suis pas complètement à côté de la plaque. Il y a d'autres gens qui sont comme moi et on peut très bien vivre avec ça. Oui, c'est la beauté de ce diagnostic, effectivement, c'est de remettre en perspective un certain nombre de choses qu'on a pu vivre par le passé, de regarder un peu différemment et surtout, effectivement, se dire non, je ne suis pas fou, ça existe. Il y en a d'autres qui sont comme moi, donc je ne suis pas seule aussi. Ça peut être assez important du parcours de chacun. Vous parliez de votre fils tout à l'heure qui jouait un peu avec vous, le fait que vous soyez sur cette même longueur d'onde. Comment est-ce que vous avez fait, quelle solution vous avez trouvé pour éviter de rentrer dans ce jeu des émotions et de trop vous laisser emporter par empathie, sympathie, même avec lui dans ses hauts et bas émotionnels assez intenses? Alors, il y a plusieurs choses. Au niveau personnel, j'ai consulté. Voilà, tout simplement, ça m'a beaucoup aidé. Je me suis dit, voilà, je dois consulter. Lui doit consulter, mais moi aussi. J'ai un travail à faire sur moi aussi. Et bon, ça m'a énormément aidé. Je suis cavalière, donc j'ai un lien à la nature qui est très fort. Et ça m'a énormément aidé aussi. C'est un refuge aussi. Alors, l'écriture, bien sûr. Alors, je n'ai pas écrit un roman sur le haut potentiel à ce moment-là. Zebraska est arrivé bien plus tard. Parce que quand on a le nez dans le guidon, c'est impossible de prendre le recul que doit prendre un romancier quand il écrit une histoire. Par contre, j'ai écrit une autre histoire, alors qu'à l'époque, j'étais en souffrance. Et cet autre roman, beaucoup de gens me disaient, c'est un roman qui met en joie. Et ça m'a énormément étonnée parce que je n'étais pas du tout en joie à cette époque-là. J'étais plutôt dans le combat et la souffrance. Et du coup, je me suis dit, ça a dû être une solide bulle d'oxygène pour moi. Donc, je pense que c'est très important quand on est dans ce cas-là, qu'on est enfermé avec quelqu'un d'autre dans une situation émotionnelle très très forte, c'est de pouvoir
s'octroyer ces petites bulles d'oxygène. Et pour moi, c'était ça, c'était l'écriture, c'était la nature. C'était très, très important pour moi de me les octroyer. Et puis, il y a eu, on se sent en fait très seul parce que je me suis rendu compte que même nos proches, en fait, ne nous comprennent pas. Plus tard, quand j'ai écrit Zebraska, il y a une très bonne amie à moi qui l'a lu et qui m'a dit, Isabelle, je suis une mauvaise amie. Je dis, mais pourquoi tu me dis ça? Elle dit, je viens seulement de comprendre ce que vous avez vécu et qui était ton fils en lisant ton livre. Je ne voulais pas le voir quand je vous voyais, quand je vivais avec vous. Je me disais, oh, cet enfant est capricieux, il devrait être plus sévère, il devrait être plus ceci. Et moi, c'est ce que j'ai toujours appelé les conseils avariés. Les gens qui, comme ils ne le vivent pas, ils ne comprennent pas. Et du coup, ils arrivent avec leur tonne de conseils, mais qui ne nous servent absolument à rien, que du contraire. Et du coup, ce qu'on fait, vous parliez de solitude tout à l'heure, on ferme nos portes. Et donc, comme on ferme nos portes, on se sent terriblement seul parce qu'on n'ose plus en parler. Parce qu'on dit, si on en parle, on va me dire, ah oui, mais t'as qu'à le tenir plus. Oui, mais dis un peu de sévérité. Oui, mais sois pas sur son dos tout le temps. Et on se rend compte que les gens, en fait, ne comprennent pas. Ils n'écoutent pas, ils ne comprennent pas. Et du coup, je pense, une autre chose qui m'a aidée, du coup, c'est de parler à des gens qui avaient vécu la même chose. Parce que là, il y avait une écoute, il y avait tout de suite, ben oui, je te comprends, ben oui, moi aussi, ben oui, mais moi, je suis passée par là, tu devrais peut-être essayer ça. Ah ben oui, c'est une bonne idée. Mais du coup, comme c'était euh, bienveillant et sans jugement, c'était très aidant. Et ça, j'ai trouvé très, très important, c'est de pouvoir euh, voilà, côtoyer des gens qui connaissent le sujet et avec lesquels c'est reposant. Voilà, on ne doit pas se battre pour essayer d'expliquer ce qui se passe face à des gens qui ne comprennent pas. Ils disent, je ne comprends pas, ton gosse, il a l'air malin, c'est quoi le problème? C'est épuisant à la fin d'essayer d'expliquer parce qu'on n'a pas l'oreille attentive de l'autre côté, les gens ne comprennent pas. Et ça, c'est ce que je dis, c'est le pouvoir des histoires, parce que quand mon ami a lu Zoraska, moi je lui ai dit aussi, je lui ai dit, mais t'imagines, tu es occupé à me faire, ne t'inquiète pas, je t'adore comme ami, je ne t'en veux pas du tout, mais tu me fais un cadeau merveilleux en me disant ça, parce que ça veut dire qu'il y a moyen quand même de communiquer ça à des gens qui ne le vivent pas pour qu'ils puissent le comprendre. Et alors quelque chose d'intéressant aussi, moi c'est une phrase, c'est pour ça que je vais vous la partager aujourd'hui, qui m'a vraiment aidée en tant que maman, que j'ai trouvé vraiment une phrase énorme. Et c'est mon papa qui me l'a dite. Et il m'a dit à un moment donné, Isabelle, tu ne sauras pas aider ton fils si tu continues à rentrer dans sa danse tout le temps. Parce que tu es pareil et donc tu vas... Et donc il m'a dit une phrase qui résonne encore en moi aujourd'hui, c'est tu n'es pas lui. Tu n'es pas lui, tu es une autre, tu es une identité séparée. Et donc même s'il souffre et que ça te fait souffrir parce que tu es sa maman, c'est clair, et que tu le comprends bien, tu peux fermer cette porte entre vous un moment et le laisser dans sa souffrance, la digérer, toi la tienne, et puis vous pouvez vous parler, mais tu n'es pas lui, tu n'es pas obligé d'être chaque fois. Et il y a comme ça des mots, parfois des phrases qui sauvent, j'ai envie de dire. Et moi, ça a été essentiel chez moi, parce que dès que je sentais cette emprise revenir, et que ça montait alors, hein, ça pouvait atteindre des sommets. Aujourd'hui, on en rit beaucoup. Du haut de ses 19 ans, on se repasse tout ça et on en rit beaucoup, mais quand il en avait 8, on riait beaucoup moins, hein, ni lui, ni moi, ni la famille d'ailleurs. Et ça m'a vraiment aidé de me dire, oups, tu n'es pas lui. Alors tu le laisses dans sa crise et on en discutera une fois que tout sera redescendu. Ça m'a énormément aidé. Et je vois souvent des parents qui ont du mal à faire cette... ils partent dans ce tourbillon et alors quelque part, ils partent aussi dans cette idée de l'excuser de tout sous le fait, sous l'idée du haut potentiel, tout devient excusable. C'est parce qu'il a HP, c'est parce qu'il souffre, c'est pas... Non, là, tu fais une colère, je ne suis pas d'accord avec toi, je ferme la porte, tu la passes ta colère, et puis on en discute après. Et il ne faut pas mettre tout sous le nom du haut potentiel non plus. Je suis un peu contrariée, mais c'est normal, je suis au potentiel. Ah non, hein, ça ne marche pas comme ça. Je veux dire, tu es au potentiel, mais voilà, tu peux aussi avoir les pieds plats ou enfin, je veux dire, c'est une partie de toi, ce n'est pas tout toi. Et voilà, ça c'est vraiment, voilà, cette petite phrase m'a vraiment aidée. Et donc, je crois qu'il faut rester ouvert au monde extérieur, qu'il ne faut pas s'enfermer, sinon on s'enferme dans une solitude qui, pour moi, ajoute à la souffrance, en fait. C'est pas drôle d'être seul, vraiment pas. Il y a ce juste milieu à trouver entre, c'est ce que vous disiez, comme on se sent incompris, à force de se sentir incompris, à un moment on finit par ne plus partager, et du coup se retrouver seul, mais de ce fait, et d'arriver à trouver les interlocuteurs surtout, parce que Oui, ce que vous disiez aussi, entre nous, on se comprend beaucoup mieux. Ouais, c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire mon métier, c'est que c'est tellement plus, pour moi, plus agréable, plus léger,
de parler avec des gens qui sont à peu près sur cette longueur d'onde. Et du coup, c'est beaucoup plus fluide et on se comprend mutuellement. Et c'est bien vrai que sûr. travailler avec des gens qui n'ont pas forcément ces spécificités, parfois c'est un peu plus lourd. J'ai l'impression que je dois les comprendre, que ne me comprennent pas. Donc ça fait vraiment partie des clés très importantes que je vous remercie d'avoir partagées. Et ce que vous dites sur l'empathie est hyper intéressant aussi, parce que c'est vrai pour un enfant, mais finalement c'est vrai pour toute personne qui se trouverait hyper empathique, trop empathique, hyper sensible. Vous n'êtes pas la personne qui est en face d'elle, et cette personne n'est même pas sa souffrance, c'est juste quelque chose qui est en train de la traverser. Mais voilà, ça peut être un moyen. On me demande aussi comment je fais. Moi, je suis une éponge émotionnelle, comment je fais? Ben, y a une barrière. Ne faites pas qu'un avec cette personne. Nous, soit on est tous un et on est vraiment tous un, mais avec le bon, le mauvais. Soit là, on décide de former deux bulles séparées et dans ce cas-là, ben, on ne la laisse pas rentrer et on n'explique pas tout par le haut potentiel non plus en disant ben, moi je suis comme ça, c'est parce que je suis au potentiel. Il faut avoir un peu le courage de regarder en face aussi qui on est et les blessures qu'on peut avoir qui n'ont rien à voir avec le haut potentiel. Le haut potentiel va peut-être juste servir d'accélérateur, peut-être comme l'information est traitée plus rapidement, d'accélérateur à la réaction, à la réactivité, à l'intensité. Mais on reste des êtres humains avant tout, avec des blessures, des défauts, enfin, la qualité de nos défauts et les défauts de nos qualités aussi. Donc, je vous remercie d'avoir souligné ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui, dans un premier temps, quand on découvre le potentiel, se cachent beaucoup derrière ça pour expliquer toute leur histoire. Donc, merci de l'avoir partagé. Et j'aimerais en savoir un peu plus sur Zebraska. Vous nous en avez parlé. Je sais qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent qui sont de grands lecteurs aussi. Je serais curieuse d'en savoir un peu plus sur votre ouvrage. Alors, Zebraska est né dans une première version en 2014, donc ça date un peu. Et il est sorti à ce moment-là simplement en Belgique. En fait, j'avais besoin d'écrire un livre sur le haut potentiel. Enfin, c'est pas un livre sur le haut potentiel, c'est un roman. Hein, donc, mais je me suis dit justement, je suis romancière, je crois au pouvoir des fictions. C'est-à-dire que je crois, moi j'ai lu énormément de livres entre guillemets scientifiques écrits par des psychologues, j'ai trouvé ça très aidant. Mais c'est vrai que souvent, et je l'entendais, on ferme ce genre de livre et on se dit souvent, bon, maintenant, je pleure ou je pleure. Et en discutant avec des psychologues, ils me disaient, mais écoute, Isabelle, nous, voilà, quand on écrit un livre, par exemple, sur un sujet comme le haut potentiel, on est obligé de tout dire en tant que psychologue, les bons côtés, les mauvais côtés, ce qu'il risque d'arriver, des choses plus pratiques, etc. Et il me disait toujours, toi, ta force en tant que romancière, c'est que tu peux être terriblement partial. Tu peux décider que telle ou telle chose va arriver à ton héros et tu n'es pas obligé de passer par toutes ces étapes et qui, à la fin du livre, font qu'effectivement, on sombre de plus en plus parce qu'on est obligé de passer par toutes les possibilités et le psychologue est obligé de les dire parce que c'est son métier. Et donc, c'était très intéressant. Et je me suis dit, c'est vrai que pour moi, les histoires, les fictions ont un pouvoir incroyable, c'est qu'ils amènent les personnes dans une histoire par les émotions et non par la raison. Et donc, c'est une force, évidemment, en plus pour voilà, pour des hauts potentiels particulièrement hypersensibles, de les amener dans quelque chose par l'émotion et non par la raison. Elle tourne assez, la raison. On peut la laisser un peu au repos un moment et on peut aller rentrer dans une histoire par l'émotion. Pour moi, la fiction, par rapport même à un témoignage, c'est permettre au lecteur de s'approprier l'histoire. Un témoignage, c'est offrir au lecteur la possibilité de regarder l'histoire d'un autre par le trou de la serrure. On dit, ben viens, je vais te raconter mon histoire, je te donne la permission de regarder ce qui m'est arrivé. Je trouve que c'est très intéressant, bien sûr, mais passer par la fiction, c'est prendre du recul. Et prendre du recul, c'est permettre au lecteur de rentrer dans l'histoire et de s'approprier l'histoire. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec Zebraska. Je me suis dit, j'ai envie que cette histoire serve aux gens, mais qu'ils puissent se l'approprier, qu'ils puissent vibrer, pleurer, rire en lisant, voilà, et s'approprier l'histoire et dire, ça je ressens moins. Mais ça ne doit pas être une vérité puisque c'est une fiction. Le héros, il ne doit pas ressembler à telle ou telle personnalité. Il a sa personnalité propre en plus d'être au potentiel. Donc cette première recherche que j'ai faite, évidemment, c'était de prendre ce recul pour ne pas raconter mon histoire et celle de Tim. Et donc je me suis mise aussi dans la peau d'une grand-mère de 80 ans, très drôle, très rigolote, très
je ne dis pas que je ne suis pas drôle et rigolote, mais ce n'est peut-être pas ma qualité première, je suis plutôt quelqu'un de raisonnable et de sérieux. Et donc, j'ai voulu aussi prendre une personnalité un peu pop et très, comment dire, euh, en tout cas, le personnage vieillissant est très drôle et très léger. Euh, et puis, j'ai mis aussi une partie de l'histoire en 2050. J'ai imaginé un monde où il y a eu un grand burn-out qui ressemble très fort à ce qui se passe maintenant. Donc, il y a maintenant des gens qui lisent le livre, non pas pour le haut potentiel, mais pour cette histoire-là, parce que c'est un après-grand burn-out, un après burn-out interplanétaire, vraiment international en tout cas. Et, euh, et en fait, il y a plein de choses qui se sont passées. Le monde a un peu explosé. Tout ce qui était monde coupable, monde de la peur, monde centré sur soi, monde de la performance a explosé. Et on arrive dans un monde où la différence est prônée. Et donc, j'ai un héros qui vit dans ce monde-là. Il vit dans le monde, Marty, où la différence est prônée. Donc, il est haut potentiel. Il vit très bien ce haut potentiel. Euh, et en plus, comme on n'est pas dans le monde des bisounours, il a quand même des choses qui ne vont pas, c'est-à-dire qu'on ne lit plus de livres en 2050. Donc, il se retrouve dans un monde où, d'un côté, tout est beau, tout est magique, mais d'un autre côté, l'imaginaire est un peu brimé. Et donc, son imaginaire étant très fertile, il s'ennuie. C'est un enfant en fait, qui s'ennuie. Il est très bien dans sa peau, il a tous les petits exercices qu'il faut pour rester calme, pour rester bien. Il est hyper intégré parce que le monde accepte et prône même la différence, mais son imaginaire est un peu brimé. C'est un monde un peu trop beau, un peu trop lisse, et on ne parle plus du passé et des histoires parce qu'on en a honte. Et sa grand-mère, la fameuse grand-mère, va lui offrir pour sa Noël un livre. Et il ne sait même pas à la limite comment le prendre. Ils vivent avec des lunettes holographiques, ils ne savent plus ce que c'est. Et il commence à lire le livre et il se dit d'abord qu'est-ce que c'est que ça, il râle un peu. Puis comme il est curieux et qu'il s'ennuie un peu, il commence à lire le livre. Il rentre dans le livre et se rend compte que l'histoire qu'on raconte dans le livre, c'est l'histoire de son propre père, qui considère un peu comme un dieu, qui a l'air d'être l'homme parfait, toujours bien, sérieux, etc. Et il se rend compte que ce petit garçon qui découvre dans ce livre est son père, est un père au potentiel lui aussi, mais vivant son haut potentiel dans les années 2015-2020. Et il va se rendre compte qu'il a un papa là en souffrance, colérique, tout à fait à côté de ses pompes. Et il va découvrir un autre père à travers cette histoire. Et il va se dire, mais nom d'un chien, en 2020, c'était quand même pas drôle d'être différent. C'était pas drôle en 2020 d'être au potentiel. Et en fait, au fil de sa lecture, on découvre en fait la vie de Thomas entre sa naissance, racontée par la grand-mère, par Mamie Léa, entre sa naissance et ses 20 ans, où il va lui arriver quelque chose d'extraordinaire dans cette grande bascule qui va se produire. Et ça, c'est un peu le suspense du livre, parce que pour faire tenir le lecteur jusqu'au bout, il faut ce petit ingrédient-là. Et voilà, ça c'est un peu l'idée. Donc j'avais envie de mettre en perspective ce qu'est le haut potentiel aujourd'hui et ce qui pourrait être demain, parce que je pense aussi aujourd'hui plus que jamais que l'avenir appartient aux imaginatifs, que l'avenir appartient aux gens différents. Si on continue comme ça, on va au mur. Je pense que là tout le monde est d'accord, et que c'est dans les esprits divergents qu'on va aller trouver la solution à notre grand marasme d'aujourd'hui, parce que si on continue dans ce monde à penser unique, logico-mathématique, de la peur et de la culpabilité et de la performance, on ne va plus aller très loin. Donc, ce côté positif est important aussi, je pense, parce que souvent les gens un peu différents se sentent en marge aujourd'hui, mais je crois qu'ils ne seront plus la marge demain. Je crois que c'est vers eux qu'on va devoir se tourner à un moment. Et je trouve que c'est un chouette message parce que ça donne de l'espoir aussi quand on n'a pas l'impression d'être tout à fait comme tout le monde dans sa tête, de se dire, ben là, il y a peut-être quelque chose à faire pour demain, j'ai peut-être un rôle à jouer, et du coup, ça fait sens. Et comme on le sait bien, le sens, c'est bien pour les personnes au potentiel, c'est quelque chose de primordial. Absolument, je ne peux pas être plus d'accord avec vous, Isabelle, sur ce point-là. Oui, c'est important de vivre cette différence. Je suis persuadée que dans un monde ultra normé, ultra cadré, c'est ceux qui sont capables de sortir du cadre qui vont pouvoir aider à évoluer différemment. La difficulté que je vois beaucoup aujourd'hui, et qui est celle que j'accompagne entre autres, mais je suis curieuse de savoir comment vous avez fait, c'est de sauter le pas, de s'autoriser à être vraiment différent et à pourquoi pas développer une activité qui est un peu différente, qui sort du cadre. Donc je suis curieuse de savoir comment s'est passé pour vous ce passage de l'ingénieur commercial à l'auteur à plein temps.
Alors, c'est vrai que j'ai déjà tout de suite un peu bifurqué, c'est-à-dire qu'en sortant de l'université, voilà, j'étais ingénieur commercial, je me suis dit, bon, on va travailler dans une grosse structure, une boîte de marketing, parce que moi, les finances, c'était déjà pas trop mon truc, la banque, ça n'allait pas le faire. Mais donc, de nouveau, c'était bien les clichés de quand on a fait ingénieur commercial, on fait ce genre de métier-là. Et j'ai postulé dans la pub. Voilà, je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose de plus artistique parce que j'avais déjà une âme artistique et de pouvoir exploiter mon diplôme avec quelque chose voilà, d'un peu différent. J'ai travaillé 3 années comme ça dans la pub où je passais mon temps déjà chez les créatifs en fait, alors que j'avais juste une gestion de produits à faire, voilà, en tant que manager, enfin junior, mais en publicité. Et puis c'est vrai que j'ai fait après ce tour du monde. On a tout lâché, on est parti en sac à dos. Et on a fait ce fameux tour du monde de plus ou moins un an. Et ça, c'est vrai que ça permet, quand on a ce recul par rapport au monde, de voir toutes ces vérités. Parce qu'on arrive en Asie, les gens ne pensent pas la même chose qu'en Afrique. Et puis, on rencontre des gens, des jeunes qui venaient d'Australie et qui voyageaient, qui nous racontaient leur vie là-bas. Et donc, on se rend compte qu'il y a une tonne de possibles. Et moi, ça a été un éveil pour moi aussi. Je me suis dit, mais enfin, Isabelle, il n'y a pas qu'une vérité, il n'y a pas qu'une manière d'être qui tu es et de rester toujours dans ces sentiers battus. Il y a des tonnes de vies qui s'offrent à toi, mais simplement, effectivement, comme vous dites, il faut sauter ce pas. Donc, quand je suis rentrée, j'ai recréé une société avec une amie qui était une société d'événements. Donc, je suis retombée dans en fait, cette espèce de confort inconfortable, comme j'ai envie de le dire. C'est pas confortable d'un côté parce que c'est pas soi, mais d'un autre côté, c'est tellement confortable de rester dans la ligne et de pas devoir s'opposer. Et donc, ça a été et j'ai encore travaillé là-dedans pendant 7 ans. Et puis, eh bien, je suis tombée enceinte. Ça, c'était un premier élément déclencheur. Je me suis dit, ben là, je suis enceinte, j'en ai ras-le-bol, j'aime plus ce que je fais. Je ne vais pas recommencer autre chose directement. Parce que là, je suis enceinte de 6 mois. Donc, j'ai lâché complètement, j'ai revendu ma société. Et j'ai commencé à réécrire les notes que j'avais prises pendant mon tour du monde. Et j'en ai fait mon premier roman. Et là, petit à petit, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. J'ai toujours aimé lire, écrire. Voilà, pourquoi je ne fais pas ça? Pourquoi je ne me donne pas cette chance? Voilà, financièrement, ça va être un petit peu difficile, mais je suis jeune, j'ai une trentaine d'années, je peux rebondir sans problème s'il y a un souci. J'ai un CV, un beau CV, et donc c'est comme ça que c'est parti. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire, que je me suis donné cette chance, et puis j'ai trouvé un éditeur, un second. Par contre, je me suis vite rendu compte que ce n'est pas en écrivant des romans que j'allais gagner ma vie, donc c'est pour ça qu'à côté de ça, je fais aussi des accompagnements. Et en fait, c'est venu un peu comme ça, et j'ai l'impression que petit à petit, la part sauvage qui se cachait derrière la fille douce et mélancolique que j'étais, que je suis aussi, c'est une partie de moi, a pu commencer petit à petit à se révéler. Ce qui a été très difficile, par contre, Marjorie, à ce moment-là, et ça, je ne dois pas le nier, et c'est encore quelque chose contre lequel je dois lutter un petit peu aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on commence ce genre de métier, on est aussi critiqué. Qu'une fois qu'on est sur Facebook, j'y suis parce qu'il faut dans ce métier-là, sinon on est éteint. Enfin, je veux dire, c'est le moyen aussi aujourd'hui de se faire lire. Et si j'écris, c'est parce que j'ai envie d'être lue. Sinon, j'ai pas envie d'écrire. C'est pas thérapeutique. C'est pas pour le ranger dans mon tiroir après. Je fais aussi des séances thérapeutiques et je fais aussi de l'écriture thérapeutique pour moi. Mais à côté de ça, quand j'écris un roman, j'ai l'impression que j'ai envie de dire quelque chose et fatalement, j'ai du coup envie de le partager. Donc, j'ai envie d'être lue. Et donc, on a besoin de s'exposer en tant qu'artiste. Sinon, on reste intime. Et, euh, et ça, c'est très compliqué parce qu'on est sujet à critique, on est sujet et on s'en prend, mais plein la tête. Et quand quelqu'un est super émotif et qu'il est une éponge, c'est pas évident. Il faut vraiment. Ça, c'était très dur pour moi et donc c'est quelque chose que j'ai dû travailler aussi. C'est-à-dire, voilà, tout le temps répéter ces petites phrases, les personnes qui critiquent comme ça méchamment. Je ne parle pas de critique constructive, bien sûr, hein, mais qui critiquent méchamment par abus de pouvoir, voilà, se dire, c'est eux qui le révèlent et pas moi. Et donc, à force de me répéter ça tout le temps, ça finit par rentrer. Mais je vais vous donner un bête exemple. Par exemple, commence à y avoir ici en Belgique des petites révolutions tranquilles, ce que j'adore. Donc, c'est une manière de se révolter tout en n'allant pas jeter des pavés dans les vitrines. Pour les jeunes, moi, je suis très concernée par les jeunes. Ils sont en grande souffrance pour le moment. Ils sont privés de tout, de sortie, alors que c'est un moment où ils doivent sociabiliser. Ici, les jeunes de 17-18 ans, ils sont sur Tinder pour faire des rencontres. Enfin, vous vous rendez compte où on va. Il y a des jeunes qui ne peuvent plus manger à la fin du mois parce qu'ils ont perdu leur job d'étudiant. Psychologiquement, enfin, le nombre de suicides augmente. Et donc,
il y a des petites manifestations qui se mettent en place, gentilles, où les gens portent leur masque, respectent les distances, etc. Et donc, j'ai lancé ça chez moi. Et c'est vrai que je me suis fait, alors, par plein de gens le suivent, mais aussi descendre. J'ai des gens qui disent oui, c'est ça, allez-y avec votre masque, autant rien faire, alors vous n'êtes pas une femme libre. Puis d'autres qui disaient à quoi ça sert. Puis nous, on n'est pas jeunes, mais on souffre aussi. Ben oui, enfin, il y a des gens qui meurent de faim en Afrique et c'est pas parce qu'on va s'arrêter de manger que ça va aller mieux. À un moment donné, il faut choisir un combat. Et si tout le monde choisit un combat différent, tant mieux. Mais on a tout le temps ces critiques, tout le temps. Et c'est vrai qu'une fois qu'on s'expose, et en tant qu'auteur, c'est vrai que j'ai aussi des gens qui me suivent, et du coup, ça circule beaucoup. Excusez-moi l'expression, mais on s'en prend souvent plein la gueule, quoi, vraiment. Et ça, pour quelqu'un d'hypersensible, c'est très dur. Et donc, on parlait tout à l'heure, vous parliez, Marjorie, de cette distance à mettre. Eh bien, il ne faut pas la mettre qu'avec les gens qu'on aime, il faut aussi la mettre avec les gens qu'on apprécie moins ou dont on va dire plus sagement, dont on ne partage pas la pensée ou qu'on ne la trouve pas bienveillante et se dire laisse-les parler. Et en fait, ils ne te dévoilent pas toi, ils dévoilent tout sur eux-mêmes en fait. Mais c'est vrai que du coup, sauter tous ces pas, à un moment donné, se dire je montre ma vraie part. Ma vraie part, en fait, elle n'est pas douce, elle est combative. J'ai quelque chose de très animal et combatif en moi. À un moment donné, faire sortir ça et le montrer, oui, c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a des retours de manivelle. Quand on reste chez soi dans le petit confort et qu'on l'a fait tranquille, qu'on l'a fait intime, fatalement, tout ça n'arrive pas. On ne s'expose pas. Mais du coup, on ne se sent pas bien non plus parce qu'on ne montre pas qui on est. On ne se sent pas porteur d'une mission. Alors, je ne parle pas d'une mission qui tombe du ciel avec un grand M. Hein. Je parle de notre petite mission à chacun dans cette petite vie qu'on a envie de se donner. Et ça, c'est vraiment compliqué. Et ça se travaille. Par contre, allez, c'est aussi magique, quoi. Ce sont des pas qui sont fantastiques parce que il n'y a pas de plus beau moment qu'un moment donné, aussi furtif soit-il, que de se trouver à sa place. Que de se dire à un moment donné, là, je sens que je suis à ma place. Que ce qu'on m'a donné de bien et de moins bien, de qualité et de défaut, là, j'en fais quelque chose. Et même si on me critique, même si voilà, si c'est dur, si on m'en balance plein et que c'est pas toujours drôle, mais si je me sens à ma place, c'est que c'est juste. Et c'est quand même vachement, on se sent vachement mieux et drôlement plus heureux dans cette situation-là qu'à être affadi dans une situation où fatalement on n'est pas critiqué parce qu'on est tout seul chez soi dans le confort. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose que je trouve qu'il faut passer, mais je ne veux pas dire non plus que c'est simple. C'est vraiment pas simple, c'est un vrai choix, quoi. C'est une étape importante et que je vois souvent. J'aime beaucoup la façon dont tu le présentes parce que c'est un peu soit tu restes chez toi et on n'est pas exposé à la critique extérieure, mais on s'expose à notre propre critique interne qui va dire mais tes potentiels, tu les utilises pas et puis tu fais. Enfin, voilà, la petite voix bien sympa qu'on peut avoir à l'intérieur de temps en temps. Soit on accepte d'aller à l'extérieur, de montrer qu'on est différent, qu'on ne pense pas comme tout le monde, et donc de s'exposer à la critique. Ce qui est très difficile et on parle souvent dans les interviews. J'ai interviewé Chloé Romengas aussi qui est auteur et qui me dit c'est parmi les éléments les plus difficiles à gérer pour moi, c'est ça. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'à partir du moment où la critique arrive, c'est qu'on a un discours qui est clivant. Ça veut dire qu'on ne raconte pas des choses qui sont banales ou qui sont neutres. Ça veut dire que c'est des choses qui touchent les gens. Alors peut-être qu'elle va les toucher dans la blessure et réveiller un comportement un peu agressif. Et c'est là où la distance est importante. Mais ça aura eu le mérite de provoquer une réaction. Et j'ai même vu des cas où, dans certaines activités que j'ai faites, où j'avais vraiment ce qu'on appelle des haters, des gens qui mettent des commentaires qui sont vraiment méchants. Enfin, on se dit, mais c'est fou de passer autant de temps à déverser des choses comme ça sur les autres. Et en fait, en discutant avec eux, avec beaucoup, beaucoup de psychologie quand même pour y arriver, on arrive à les retourner et à en faire des vrais fans parce que voilà, quand l'amour n'est jamais très, très loin de la haine, enfin la haine n'est jamais très loin de l'amour plutôt. Donc, c'est un exercice qui est intéressant à faire, mais qui effectivement demande énormément de prise de distance, de prise de recul par rapport à ce qui se présente. Et, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer et qui n'y vont pas par peur de ça. Ils ont peur de briller, mais c'est pas tellement peur de briller et d'avoir l'air fantastique, c'est surtout peur de tout ce qu'ils vont se prendre comme retour, de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils font, etc.
Donc, je suis curieuse de savoir, Isabelle, si vous avez un conseil pour une femme, surtout parce que la cause des femmes me tient à cœur aussi, une femme HP qui voudrait sauter le pas, qui voudrait eh bien, ne plus combattre son essence. J'aime beaucoup cette expression que vous avez utilisée et d'aller vraiment, d'oser aller se montrer au monde telle qu'elle est, avec toute cette essence, en prenant le risque de s'exposer aussi au regard extérieur, parce que c'est ça, et le regard peut être critique ou pas, ça appartient à l'autre. Quel serait votre conseil? Mais moi, j'ai quelque chose qui fonctionne très très bien. Et c'est ce que j'appelle la petite phrase du matin. Alors, ma petite phrase du matin, c'est comme me brosser les dents. Je ne peux pas commencer la journée correctement sans ma petite phrase du matin. Alors, évidemment, vous me direz, OK, c'est normal, tu es écrivain, donc tu as. Mais non, ce n'est pas une petite phrase compliquée, ce n'est pas une petite phrase qui prend la tête. C'est un verbe, un sujet, un complément. C'est soit une phrase qu'on a lue et qui nous a frappé et qui nous marque, soit une phrase qu'on a écrite soi-même, parce qu'à un moment donné, on s'est dit, oh, mais tiens, j'ai écrit ça et ça me parle, soit une phrase qu'on aurait transformée, ou plusieurs phrases qu'on a mises en une. Mais tous les matins, je cherche ma phrase de la journée et je la copie dans un carnet. Et cette phrase de la journée, elle va me tendre toute la journée. Chaque fois que j'aurai une hésitation, une décision à prendre, une peur, euh, je la relirai. Et c'est une phrase qui va m'aider à faire mes choix pendant la journée. Alors cette phrase, ça peut être qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, aujourd'hui, c'était dans chaque grain de sable, il y a l'immensité. Voilà, j'ai lu ça ce matin. Et donc, j'ai cherché parce que je me suis dit, c'est vrai, ces derniers temps, j'ai l'impression que c'est difficile, que c'est lourd, qu'il faut mettre tous des petits grains de sable et que ça ne bouge pas beaucoup. Mais si on se dit, dans chaque grain de sable que je vais mettre, il y a une immensité, ce petit déplacement de grains de sable prend toute son importance. Donc aujourd'hui, toute la journée, chaque fois que je me dis, oh, je viens de passer 1 heure sur ce mail, à quoi ça sert juste pour un mail? Je dis non, non, c'est mon petit grain de sable, mais derrière, il y a peut-être une immensité. Et du coup, toute la journée, dans mes réflexions, dans mes découragements, dans tout ce qui sera un peu négatif, dans les choix que je vais devoir faire, je vais remettre cette phrase au goût du jour et elle va me porter la journée. Demain, ce sera une autre phrase. Je pars du principe que celle que j'aurais choisie le matin, c'est pas complètement par hasard que je l'ai choisie, que mon inconscient a participé à ce choix et que du coup, elle va me porter toute la journée. Il y a des phrases qui sont simplement, un matin, je vais dire, c'est une de mes phrases fétiches, c'est « je suis liberté ». Et donc, tout moment où je me sentirais contrariée, où je me dis « je le fais pas ce qu'il faut », ou oh, « je dois encore faire ça », ou oh, « j'ai pas barré assez sur ma to-do list », ou oh, je dis « tu es liberté ». Si tu veux, tu peux déchirer cette to-do list, aller te promener dans la forêt. Personne ne te l'interdit, sinon toi-même. Et donc, ce sont des petites phrases et c'est très aidant. C'est très aidant parce qu'à force de se les répéter tout le temps, elles finissent par nous, j'ai l'impression qu'elles finissent par déterminer nos cellules, quoi. Je veux dire, on peut complètement changer d'avis. C'est très intéressant. On en parle beaucoup en neurosciences. C'est un peu à la mode pour le moment aussi, les neurosciences, mais je comprends pourquoi. De ces fameux automatismes, de notre fameux cerveau reptilien qui est je combats, je fuis ou je fais le mort. Hein, ça, tout le monde sait faire, même le gros crocodile, c'est ce qu'il fait. On est plus que ça. On a les émotions et puis on a aussi la raison. On peut utiliser tous ces cerveaux. De façon générale, on est dans le reptilien. Donc, si nos automatismes nous conduisent à un confort, à une peur de dire je ne m'expose pas, si on ne fait rien, on va toujours retourner là-dedans. Et donc, j'ai par exemple une anecdote avec Tim quand il s'énervait. Je lui hurlais dessus en lui disant d'arrêter d'hurler. Parce que mon premier automatisme, quand je me sens agressée par des cris, je ne supporte pas ça, donc je crie en retour. Et puis, je me suis rendu compte, je me suis dit, mais c'est ridicule ce que tu es occupé à faire. Tu es occupé à dire à ton fils de ne pas faire exactement ce que tu fais, en fait. Mais c'est un automatisme, c'était mon premier réflexe, en fait. Et donc, de déconstruire ces automatismes, c'est excessivement important et intéressant pour en recréer d'autres, en fait. Pour en recréer d'autres. Et ces petites phrases, pour ça, sont très aidantes. Elles donnent du courage toute la journée parce qu'on sait qu'elles sont bonnes, on sait qu'elles sont justes. Donc, quand on les répète la journée à bon escient, elles nous aident à franchir des pas. Moi, par exemple, au départ, je ne suis pas quelqu'un de particulièrement audacieux. Justement, je vais me cacher, je préfère pas. Je déteste rentrer dans un restaurant quand tout le monde est déjà là. J'aime pas arriver en retard. Je fais pourtant des conférences devant 150 personnes. Pourtant, je n'aime pas me mettre en scène. J'ai appris à me dire, tu ne te mets pas en scène. Tu partages quelque chose qui te tient à cœur. Donc, c'est chaque fois une vision de l'esprit.
Et je sais que la matinée, quand j'ai une conférence, je vais me dire toute la journée, tu y vas pour partager, tu y vas pour aider, tu n'y vas pas pour te mettre en scène, parce que j'ai l'impression que c'est ce que les gens vont penser de moi. C'est pour qui elle se prend, elle monte sur le podium, elle prend la parole devant 150 personnes, elle se met en scène. Je sais bien au fond de moi que c'est pas ça que je recherche, mais j'ai toujours ce regard de l'autre. On a été élevé avec ça, et c'est dans nos automatismes. Et les démonter tous les jours, voilà. Donc je pense que pour une femme qui, en plus de ça, est déjà plus dans une position de je vais faire ce qu'il faut que je fasse, je vais convenir. D'ailleurs, on dit souvent que les femmes à haut potentiel développent beaucoup plus de faux self que les hommes. Les hommes vont tout de suite ruer dans les brancards en général, et les femmes vont se mouler dans la masse pour que ça fonctionne bien, hein, quitte à être malheureuse. Alors bon, il ne faut pas faire de généralité, mais je sais que statistiquement, c'est un constat. C'est de dire que pour sortir de ce moule et pour oser sortir de ce moule, se répéter des phrases qu'on trouve belles et qu'on pense justes, et de le faire de façon régulière. Donc tous les matins, on se lève, on le fait, avec des petites phrases qui nous accompagnent la journée. Je pense que ça peut vraiment transformer ces automatismes et ces peurs de se mettre en avant parfois, parce que la cause de cette mise en avant est belle en fait. Elle n'est pas égocentrée, ou elle n'est pas... et c'est ça la mauvaise perception. Le monde nous renvoie une image, ou nous nous renvoyons nous-mêmes cette image de je ne suis pas légitime de. Et Dieu sait s'il est au potentiel, ont ça en eux. Et c'est ce fameux aussi concept de l'imposteur, de se dire je n'ai pas ma place là, je ne suis pas à ma place. Et donc prenons le fouet et autoflagellons-nous et restons là où on est. Je pense que c'est pas une bonne idée. On ne peut pas, on a beaucoup de choses à donner, tout le monde, et qu'on ne peut pas donner si à un moment donné on ne s'expose pas. Si on le fait pas pour soi, on le fait pour les autres. Alors si c'est compliqué de dire je le fais pour moi, ce qui est tout à fait légitime aussi, je trouve qu'on peut très bien dire je le fais pour moi parce que j'en ai besoin, hein, c'est pas un problème. Quand les gens viennent me voir pour écrire un livre, je leur demande d'abord, ma première question, qu'est-ce que tu veux vraiment avec ce livre? Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu ne commences pas une écriture si tu ne sais pas ce que tu veux faire avec cette écriture. Et souvent, ils me disent, ah, mais je veux montrer aux gens que je veux donner. Je dis, oui, mais et pour toi, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, pour moi? Alors, ils sont étonnés de cette question. Ah, ben, je sais pas, je pense que ça va me faire du bien. Je dis, ben, alors écris parce que ça va te faire du bien. Puis tu verras ce que tu en fais. C'est très, on considère encore très, très fort comme illégitime le fait de faire quelque chose pour soi aussi. Pas que, mais aussi. Et donc, on peut très bien se dire, je sors de mon confort parce que j'ai envie de servir à quelque chose, de donner du sens à ma vie, pour moi aussi. Et ça, je pense qu'on peut aussi se le dire aujourd'hui. C'est pas nul, c'est pas mauvais, c'est pas, ça ne fait de mal à personne de vouloir faire quelque chose pour soi, hein. Absolument. Merci pour ce partage inspirant. J'aime beaucoup cette idée de phrase du matin qui va servir de guide de la journée et qui permet de choisir ces automatismes, puisque de toute façon, on vit avec des automatismes et que on peut prendre conscience que certains ont été programmés depuis bien longtemps et qu'on sait qu'on peut les déprogrammer. Autant choisir ce qu'on va mettre à la place. Merci Isabelle, Tout à c'est fait. très inspirant ces partages. Si on veut te retrouver, retrouver tes livres, où est-ce qu'on te suit? Alors, ben, mes livres, en tout cas, Zebraska est en librairie en France, partout. Et on peut me suivre sur www.isabellebarry.be, puisque je suis belge. Donc, si vous ne l'aviez pas encore entendu, j'ai fait des efforts, mais ça me rattrape. C'est aussi un automatisme. J'aime bien, je trouve ça c'est un peu de couleur, de couleurs différentes, ça change. Voilà, c'est comme l'accent canadien. C'est un petit côté exotique, enfin, pas du tout pour moi, hein, mais peut-être que pour vous, oui. Un petit peu, je vous l'avoue. Il est différent et c'est fait partie de votre essence et c'est super que vous l'assumiez. Je vous remercie beaucoup Isabelle pour cet échange. Merci Marjorie, merci beaucoup. Le lien de votre site en bas de la vidéo et puis merci à tous ceux qui nous écoutent. J'espère que cet échange vous aura inspiré. Il y en a d'autres conversations entre zèbres indépendants, zèbrettes indépendantes sur cette chaîne YouTube. Et si vous avez besoin d'aide pour développer un projet qui vous tient à cœur, je serai ravie de parler avec vous. Un grand merci, une très bonne journée. Merci.